Je m'appelle Catherine Lalonde. Je suis nutritionniste au CLSC de Valleyfield. C'est dans le 6 de la Montérégie-Ouest. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une conférence sur les troubles de la déglutition et la MPOC. Donc, suite au petit sondage, j'ai su que vous étiez pas mal tous atteints d'une maladie pulmonaire. Donc, ça pourrait être, je crois que ça va être un sujet très intéressant pour vous. Voilà, on va partir tout de suite dans le vif du sujet. Vous allez voir, on va parler de différents aspects. Donc, pour commencer, ça sera pas long. Est-ce que tu vois, Hélène? Excuse-moi, parce que je ne vois pas si ça a changé les slides, ça ne change pas. Tes vois-tu changer? Oui. OK. Il y avait juste je pense, un petit bug dans mon ordinateur. Parfait. Donc, pour recommencer, j'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, je ne suis pas associée là, à aucune compagnie ou quoi que ce soit. Comme je vous disais, je suis au CLSC de Valleyfield. Je travaille au soutien à domicile. Donc, les objectifs aujourd'hui de la présentation, ça va être vraiment de comprendre ce qu'est la dysphagie, donc des problèmes de déglutition, de comprendre aussi l'association entre la dysphagie et les maladies pulmonaires. Je vais vous parler aussi des conséquences de ce problème-là. Je vais vous parler aussi des signes de la dysphagie, comment les reconnaître, puis finalement, tous des gestes à poser pour limiter nos risques, pour éviter, dans le fond, que la dysphagie prenne de l'ampleur, puis qu'il y ait des conséquences par la suite. Donc, pour commencer, dans le fond, qu'est-ce que c'est la déglutition? Une petite définition, en fait, c'est l'ensemble des phénomènes qui assurent le cheminement des solides, des liquides, dans le fond, tout ce qu'on met à la bouche vers notre estomac en passant par notre pharynx et notre œsophage. C'est un acte qui est à la fois volontaire au début, puis par la suite, c'est un réflexe. Donc, ça, c'est la déglutition qu'on retrouve chez tout le monde. Quand on parle de troubles de déglutition ou de dysphagie, c'est un synonyme, c'est là qu'on voit des symptômes qui sont caractérisés par des difficultés à transférer la nourriture, les liquides, la salive, nos sécrétions également. La prise de médicaments est plus difficile. De la bouche jusqu'à l'estomac, il y a quelque chose qui se passe qui ne fonctionne pas bien. Donc, c'est vraiment là-dessus que porte la conférence aujourd'hui. Pour ce qui est de la déglutition, ça se fait normalement en 4 phases. Donc, la première phase, c'est ce qu'on appelle la phase préparatoire orale. C'est là où on met l'aliment en bouche, qu'on le mastique, l'aliment est mélangé avec notre salive, puis on forme ce qu'on appelle un bol alimentaire. Donc, c'est notre bouchée qu'on met sur la langue. Après, on a une phase qu'on appelle la phase orale ou buccale. C'est à ce moment-là que notre langue va s'accoler à notre palais, puis va faire basculer, dans le fond, notre bouchée vers l'arrière de la gorge, vers notre pharynx. En parallèle à ça, on a un voile dans notre palais qui va s'élever puis qui va fermer, dans le fond, la fosse nasale. Ça, c'est pour éviter qu'on ait des régurgitations par le nez. Donc, des fois, quand vous savez, on prend une gorgée, on rit, ça peut sortir par le nez. Ça, c'est quand, dans le fond, le voile s'est mal accolé vers le haut. En général, ça ne devrait pas se produire. Par la suite, dans le fond, on va sur une phase qui s'appelle pharyngienne. Donc là, on est vraiment plus dans le mode réflexe de la déglutition. Donc, notre bouchée arrive dans notre pharynx. À ce moment-là, dans le pharynx, on retrouve ce qu'on appelle l'épiglotte, qui est comme une petite trappe qui va fermer la trajectoire de notre respiration. Parce que le pharynx, en fait, c'est une voie qui permet tant pour la respiration que par la déglutition. Donc, on ne veut pas que les aliments, normalement, passent vers la voie de la respiration. Donc, c'est cette épiglotte-là qui va fermer les voies respiratoires. Et ça va permettre, dans le fond, les aliments, normalement, de s'en aller vers l'œsophage, qui est notre système digestif. Ensuite, on retrouve la dernière phase qui est la phase œsophagienne. Donc là, on est vraiment plus en fin de déglutition. On est dans l'œsophage. Dans le fond, c'est l'organe juste avant l'estomac. Donc, c'est par des mouvements de péristaltisme. Donc,
Vous allez voir, ça va descendre votre bouchée tranquillement par petits coups jusqu'à l'estomac. C'est des contractions qui vont faciliter le transport de la bouchée à l'estomac. Donc, ça, c'est ce qu'on voit chez tout le monde. C'est les phases qui sont normales. Quand on parle de dysphagie, il y a des problèmes à une ou plusieurs de ces phases-là. Donc, c'est ce qu'on va voir tantôt plus en détail. D'autres petites définitions pour qu'on parle tous le même langage. On va parler de fausse route ou d'aspiration. Qu'est-ce que c'est? Bien, vous voyez même dans l'image, j'aimais bien cette image-là, c'est vraiment clair. On voit quelqu'un qui prend des aliments. Il y a la voie verte qui est la voie de la déglutition normale, donc on passe par le pharynx et ensuite vers l'œsophage. Une fausse route, c'est quand des aliments, des liquides, ça peut être aussi notre salive, par exemple, un médicament, qui va dans le mauvais chemin. Donc, quand on avale de travers, c'est ce qui arrive. Il y a ce qu'on appelle une pénétration de nos aliments vers le mauvais conduit, qui est le larynx. Le larynx, c'est le conduit qui mène vers nos poumons. Donc, quand c'est ce qui se passe, on appelle ça une fausse route, une aspiration. Souvent, dans la population, on va dire « Ah, je me suis étouffée ». Mais ce n'est pas un étouffement, on devrait dire une aspiration. L'étouffement, on va en parler un peu plus tard. Donc, ce phénomène-là, ça arrive à tout le monde. Des fausses routes, on en fait toutes à un moment donné dans notre vie parce qu'on a parlé en même temps qu'on a mangé, parce qu'on a ri, peu importe. On a été dérangé, on a avalé de travers, on s'est mis à tousser, ça s'est terminé là. Des fois, dans la nuit, ça peut arriver aussi qu'on aspire notre salive sans s'en rendre compte, puis ça ne fait pas de problème. Par contre, quand ça arrive souvent, quand ça arrive à tous les repas, quand ça arrive, peu importe ce qu'on mange, ça se passe. Là, on parle d'un problème. On parle de la dysphagie. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment quand on est atteint de maladies pulmonaires. Donc, c'est le pourquoi de la conférence. On va vraiment passer à travers différents aspects pour mieux comprendre qu'est-ce qui cause notre dysphagie quand on a des maladies pulmonaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre situation. Avant ça, il y a deux types d'aspiration. La plus courante, c'est ce qu'on appelle l'aspiration tout court, qui est souvent, dans le fond, qui va mener à une quinte de tout. Donc, vous savez, quand ça ne passe pas bien, en général, on le ressent, puis on a tout de suite un réflexe de tout. On va se mettre à tousser très fort pour essayer d'évacuer le corps étranger ou la bouchée qui n'a pas passé dans le bon trou. Mais il y a une autre sorte d'aspiration qu'on appelle silencieuse. Celle-là est plus traite parce que celle-là, la pénétration dans les poumons se fait sans tout. Donc, il n'y a aucun signe que ça s'est passé. On n'a pas ce réflexe-là de tousser pour dégager la bouchée ou le liquide qui ne devrait pas être là. Les indices qui peuvent nous permettre à savoir qu'on a fait une aspiration silencieuse, ça, j'aimerais porter votre attention là-dessus parce que si ça vous arrive, déjà, vous pouvez être le premier acteur à dépister votre problème. Donc, si ça arrive, vous allez avoir peut-être une voix enrouée. Vous allez avoir un chat dans la gorge un petit peu quand vous allez manger. Vous allez avoir comme une congestion de la poitrine, une certaine douleur. Puis par la suite, c'est quelque chose qui arrive fréquemment puis que vous n'avez jamais tout, mais que vous faites souvent de la fièvre ou que là, au contraire, vous avez des pneumonies très fréquentes. On le sait que dans la population avec les maladies pulmonaires, la pneumonie, c'est quelque chose de fréquent. Mais il y a différents types de pneumonie et ça, le médecin est en mesure de vous dire si vous avez fait une pneumonie d'aspiration ou non. Et si c'est des pneumonies d'aspiration, c'est probablement parce que vous faites de la dysphagie. Et là, c'est important de consulter. Donc, ça fait un peu on met un peu la table là, sur ce que c'est les fausses routes. Donc, la prévalence de la dysphagie, donc, c'est comme je vous disais, c'est un problème qu'on voit de plus en plus chez la clientèle MPOC. Puis, dernièrement, je vous dirais, il y a beaucoup d'études qui se sont penchées sur cette problématique-là
pour savoir c'est quoi les proportions, pour savoir aussi c'est quoi les causes de la dysphagie. Ça demeure encore incertain, on est encore très imprécis. C'est assez récent quand même qu'on s'est penché sur ce sujet-là. Je vous dirais que dans mes lectures dernièrement, j'ai vu, par exemple, j'ai lu l'étude de Good-Frattarelli qui disait que 78 patients de sexe masculin atteints de la MPOC, dans le fond, avaient une prévalence de dysphagie de 85 %. Donc, c'est quand même très important. Puis, 56 autres % avaient au moins des aspirations fréquentes. Le risque d'aspiration peut différer aussi entre les patients qui ont une MPOC qui est stable versus en exacerbation. Donc, souvent, quand on est en période d'exacerbation, on a plus de dyspnée et ça entraîne souvent plus de problèmes de dysphagie. Donc, ça a été prouvé aussi dans certaines études. Il y a aussi une augmentation du risque de dysphagie chez les patients MPOC qui a été rapportée là, dans plusieurs études récemment. Donc, comme je vous disais, c'est un sujet qui est à la mode là, ces temps-ci. Il y a beaucoup d'études qui se penchent sur le sujet, mais c'est encore nébuleux à certains points. Donc, je vais vous donner un petit peu les grandes lignes de ces études-là. Mais comme je vous dis, il y a les études, il y a aussi, dans le fond, la conférence se base sur ces études-là, mais aussi sur mon expérience terrain, je vous dirais. Moi, aussi à domicile, on voit beaucoup de patients MPOC qui ont de la dysphagie. Donc, je vais pouvoir commenter aussi en ce sens-là. Donc, les causes de la dysphagie, comme je vous disais, c'est un problème qui est multifactoriel. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises. Notamment, ce qui serait mis en cause, c'est la faiblesse musculaire. Il y aurait aussi l'altération de la sensation oropharyngée, donc soit au niveau de la bouche, soit au niveau du pharynx, et aussi au niveau du larynx. Donc, les sensations sont altérées. Il y a aussi une incoordination de la déglutition et de la respiration. Donc, on a un mauvais synchronisme entre le moment où on déglutit puis le moment où on respire. Puis, finalement, il y a aussi la fatigue qui rentre en ligne de compte. Donc, tous ces aspects-là, on va passer à travers plus en détail. Donc, je vous ai divisé ça en faisant, dans le fond, un retour sur chacune des phases. Donc, les causes qui sont possibles, par exemple, au niveau de la phase orale préparatoire. Qu'est-ce qui pourrait entraîner la dysphagie? C'est des causes qu'on voit dans la MPOC, mais aussi dans différents types de populations qui peut toucher tout le monde. Exemple, des troubles de mastication secondaires à une mauvaise dentition. Donc, ce n'est pas seulement pour la MPOC, vous comprendrez. Tout problème là, de gens qui sont édentés, de gens qui portent des prothèses dentaires mal ajustées. Ça peut causer des problèmes de mastication et on fait un petit peu le lien. Si je mastique pas bien, j'avale tout rond, évidemment, il y a des risques que je m'étouffe peut-être plus. Il y a aussi la mobilité de la langue qui rentre en ligne de compte. Donc, la langue qui est moins mobile va avoir plus de difficulté à aller chercher la nourriture en bouche, puis aller la transporter vers l'arrière de la gorge. Donc là, à ce moment-là, on est dans une dysphagie plus orale. Ensuite, comme on disait tantôt, une des causes qu'on a vraiment vues dans les études, c'est la faiblesse des muscles des joues puis de la langue dans la MPOC, qui peut être en cause. Donc, ce que ça fait, c'est que si nos muscles sont moins forts, on va avoir plus de difficulté à aplatir les aliments contre notre palais. Dans le fond, à ce moment-là, nos bouchées sont plus grosses, puis ils vont causer plus de problèmes. Ils peuvent coller davantage dans la gorge ou carrément obstruer là, le conduit. Donc, ça, c'est des causes qui sont orales. Par la suite, au niveau de la phase orale de transport, encore là, il y a la faiblesse des muscles qui joue à ce moment-là au niveau des joues de la langue qui peut rendre plus difficile la propulsion de l'aliment vers l'arrière de la gorge. Parce que pour avaler, évidemment, il ne faut pas laisser ça au début de la bouche vers l'apex de la langue, il faut aller vers le fond. Donc, si on n'est pas capable de faire le mouvement d'aller vers l'arrière avec notre langue, bien, c'est difficile d'avaler.
Donc, ça va rester là. Il y a aussi le manque de salive qui peut aussi rendre difficile le transport de nos aliments. Pensez, là, une bouche très, très sec. Avalez votre salive avec une bouche sec. Déjà, d'emblée, là, si on l'essaye tout le monde, vous allez voir, c'est difficile d'avaler quand la bouche est très sec. Donc, imaginez que vous avez en plus de la nourriture en bouche, ça complique encore plus les choses. Le réflexe de déglutition est souvent anormal ou retardé dans la population qui ont des maladies pulmonaires. Puis ça augmente ce qu'on appelle les écoulements passifs. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que vous avez votre bouchée en bouche, puis que si vous imaginez que vous voulez garder tout ça en bouche, mais qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas de barrière qui garde la nourriture en bouche, à ce moment-là, le temps que vous gardez la nourriture en bouche, il y a des petites particules qui vont glisser littéralement dans la gorge sans que vous ayez envoyé un signal à votre cerveau pour dire « Oui, je suis prêt, je veux avaler ». Donc, si ce signal-là ne s'est pas fait, puis que la nourriture coule quand même dans la gorge, bien, on n'a pas le temps de faire descendre l'épiglotte, donc la fameuse trappe qui protège les voies respiratoires. Donc, vous voyez, ça peut causer des problèmes quand même sérieux. Donc, ça, c'est dans les études dernièrement qu'on a vu aussi ce phénomène-là dans la population. Au niveau de la phase pharyngée, je vous dirais qu'il y a deux aspects vraiment importants qui ont été étudiés. C'est vraiment le synchronisme entre la déglutition et la respiration qui entraîne un risque que les aliments se retrouvent dans les voies respiratoires. Donc, on le sait, quand on a les maladies pulmonaires, on a beaucoup de dyspnée, on court après notre souffle souvent. Et ça fait en sorte que pendant qu'on déglutit normalement, dans le fond, au moment où on avale les aliments, on est supposé être en apnée. On ne respire pas. Pendant une fraction de seconde, là, il n'y a aucune respiration qui se fait. Puis là, ça permet, dans le fond, la bascule de l'épiglotte, puis que l'aliment s'en aille vraiment dans le système digestif. Malheureusement, quand on a des problèmes de dyspnée, ben ça rend les choses compliquées. On court après notre souffle. Donc, la période où on doit arrêter de respirer est difficile à maintenir. Parfois, ça fait en sorte que, dans le fond, on n'a pas le bon schéma de respiration. Pendant la déglutition, dans le fond, souvent, ce qui va arriver, c'est que là, la personne, elle va prendre un souffle au même moment qu'elle avalait. Donc, au final, ben là, la bouchée s'en va vers le larynx, vers les poumons. Il y a aussi souvent ce qu'on retrouve, une fermeture incomplète du vestibule laryngé ou une fermeture ralentie ou retardée. Donc, on parle encore là de notre fameuse épiglotte. Mais si elle n'a pas bien basculé, pas complètement ou trop tardivement, bien, la bouchée a eu le temps de passer avant que l'épiglotte se ferme complètement. Donc, vous comprendrez qu'elle n'a pas passé dans le bon chemin non plus. L'autre aspect qu'on retrouve dans la phase pharyngée, puis qui a été étudié aussi, c'est ce qu'on appelle la sensibilité du larynx, qui est alternée. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est que quand, en temps normal, on a une fausse route, donc ça passe du mauvais côté, on a des mécanismes de protection comme la toux, un réflexe de toux qui va se déclencher. Chez les personnes atteintes de maladies pulmonaires, souvent à cause d'un œdème, donc de l'enflure au niveau du larynx, soit qui est causé par, évidemment, le tabagisme, mais aussi par une toux chronique qu'on voit souvent chez les personnes atteintes de maladies pulmonaires. Bien, notre sensation laryngée est moins grande. Donc, en gros, ça veut dire que notre réflexe de protection de toux est moins efficace, moins rapide, moins puissant. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de réflexe, ben la bouchée ou le liquide, peu importe, ben, va poursuivre son chemin jusqu'au poumon. Donc, c'est ce qui complique un petit peu les choses. Donc, ça, c'est pour la phase pharyngée. Au niveau de la phase pharyngée, on va aussi retrouver la faiblesse musculaire aussi à ce niveau-là. Parce qu'il y a des muscles, on en a tout le long de notre système digestif.
au niveau de tout ce qui est musculaire ou de la musculature de la gorge. Si elle est affaiblie, ça va entraîner une difficulté à faire descendre la nourriture dans la gorge vers l'œsophage. Donc, à ce moment-là, on va sentir des blocages dans la gorge. Ça se peut que ça vous arrive de sentir quelque chose, on dirait qui me colle dans ma gorge. Il y a quelque chose qui gratte. C'est fatigant. Donc, ça, c'est probablement à cause d'un affaiblissement de votre musculature. Il y a aussi un mauvais transit pharyngé ou qui est prolongé. Donc, ça stagne dans la gorge. Donc, ça a été étudié aussi chez la population avec des maladies pulmonaires. Il y a aussi la sensibilité qui est altérée du pharynx. Donc, au contraire, des fois, il y a des gens où ça va rester pris, mais on ne sent rien. Donc, si on ne sent rien, on n'aura pas tendance à, par exemple, se dérimer. Tu sais, si on sent quelque chose qui gratte, on a tendance à faire Mais là, dans un cas où la sensibilité est altérée, ça reste là, puis on ne s'en rend pas compte. Donc, on reprend une bouchée, puis là, ça s'accumule, puis ça devient de plus en plus important comme volume qui reste dans la gorge. Puis ça peut amener après ça à des débordements. Donc, parce que la déglutition est supposée d'être terminée, puis là, le cerveau, lui, ne sait pas que c'est resté là. Puis là, on recommence à respirer. Donc, on avale ce qui est resté pris dans la gorge. Donc, ça s'en va à ce moment-là vers notre système respiratoire. Il y a aussi ce qu'on appelle une mauvaise constriction ou d'ouverture du sphincter supérieur œsophagien. Ça, c'est un muscle, dans le fond, qui est circulaire, qui va permettre, dans le fond, l'ouverture ou la fermeture du conduit vers l'œsophage. Donc, si ça s'ouvre moins bien, à ce moment-là, la nourriture a tendance à rester dans la gorge plutôt qu'à descendre vers l'œsophage. Donc, ça aussi, ça va augmenter le risque de résidus dans la gorge, puis éventuellement, va peut-être faire en sorte que vous allez avoir une aspiration tardive, donc par débordement, comme je vous expliquais, au moment de respirer à nouveau. Ça se peut qu'à un moment donné, puis ça peut être même plus tard pendant le repas, ou même après carrément le repas, s'il y a encore de la nourriture dans la gorge et qu'on ne le sent pas, on l'avale à ce moment-là et on va finalement la respirer, cette bouchée-là. Au niveau de la phase œsophagienne, qui est la dernière phase, là, on est dans ce qu'on appellerait une dysphagie basse. Donc là, on a plus de problèmes, je vous dirais, de reflux. Donc, les gens qui ont beaucoup de reflux gastro-œsophagien, c'est assez fréquent aussi dans la population avec des maladies pulmonaires par rapport à d'autres populations. Et le reflux, en plus d'être très désagréable, très irritant, ça peut aussi remonter jusqu'à, dans le fond, la gorge. Et là, à ce moment-là, ça peut aussi basculer vers les poumons. Donc, à ce moment-là, on aspire notre contenu gastrique. Et c'est très, très irritant et ça peut causer directement une pneumonie à ce moment-là et de gros dommages là, à notre santé. L'autre cause qu'on voit aussi, c'est des défauts de péristaltisme. Donc, le mouvement que je parlais de contraction qui va amener, dans le fond, la bouchée, les aliments qui sont partiellement digérés vers l'estomac, se fait moins bien. Donc, c'est une gestion qui est lente, qui est ralentie. Ça cause des problèmes digestifs. À ce moment-là, les problèmes sont peut-être, les conséquences sont peut-être un peu moins graves, mais sont vraiment désagréables. Puis ça, ça peut être dû justement aussi encore là à un affaiblissement des muscles de l'œsophage. Ça peut être aussi qui peut affecter la relaxation dans le fond du sphincter. Donc, on a un autre muscle circulaire vers l'œsophage jusqu'à l'estomac. Puis quand lui, il fonctionne moins bien, c'est là qu'on a plus de démonstrations de régurgitation, par exemple. Ça reste, puis là, ça ne veut pas aller vers l'estomac. Donc, si ça ne passe pas vers le bas, ça remonte vers le haut. Donc là, les gens vont avoir des fois des régurgitations de bouchées qui ne sont même pas digérées. C'est vraiment désagréable. Puis si la bouchée ne remonte pas suffisamment jusqu'à la bouche, là, il y a des risques d'aspiration qui sont augmentés à nouveau.
Sinon, ben, c'est carrément si ça fonctionne moins bien, qu'il se ferme moins bien, ben là, comme je vous dis, ça peut être encore une autre cause qui fait que le reflux va remonter plus rapidement, puis là, c'est de l'acidité. Donc, ça fait le tour, je vous dirais, de ce qu'on voit au niveau des phases de la déglutition. Il y a une autre raison, en fait, qui peut causer de la dysphagie, c'est la médication. Donc, des fois, on l'oublie, mais quand on a la MPOC, on prend plusieurs médicaments en général. Et certains de ces médicaments-là peuvent exacerber la dysphagie. Notamment, on parle avec l'oxygénothérapie, la corticothérapie aussi, des décongestionnants, des vasoconstricteurs, des traitements anti-asthmatiques. Tous ces traitements-là qu'on a l'habitude d'avoir quand on a des maladies pulmonaires assèchent la bouche. Donc, on a parlé tantôt que la sécheresse de la bouche pouvait engendrer de la dysphagie. Donc, finalement, nos médicaments qui nous soignent peuvent nous causer d'autres effets secondaires qui vont entraîner des problèmes de déglutition. Ça peut causer aussi des candidoses. Donc, des candidoses, c'est des champignons, des infections au niveau de la gorge, de la bouche. Et si ça vous est déjà arrivé juste d'avoir un petit ulcère en bouche, des fois, ça fait très mal, puis ça fait en sorte qu'on a de la difficulté à manger. Mais si on a une infection qui est jusque dans la gorge, qu'on a des champignons, tout ça, ça peut faire en sorte qu'on ait beaucoup, beaucoup de difficultés à avaler, que ça soit très douloureux. Donc, c'est sûr que si ça, c'est quelque chose que vous rencontrez, parlez-en à votre médecin, c'est important. Lui, il va pouvoir revoir votre médication, puis revoir les doses ou vous prescrire aussi des gargarismes, par exemple, pour diminuer ces infections-là. Au niveau de la sécheresse de la bouche, il y a plusieurs petits trucs aussi maison qu'on peut mettre en place. Donc, je vais en reparler un peu plus tard de ça. L'usage de la prednisone, qui est assez courante aussi, surtout quand on a des périodes d'exacerbation. Ça peut altérer, dans le fond, la muqueuse de l'œsophage. Donc là, à ce moment-là, c'est très irritant pour l'œsophage et ça va faire en sorte qu'on va développer une œsophagite, donc une inflammation de notre œsophage. Donc là, encore là, on peut bien déglutir, ça va bien. Au niveau de la gorge, ça va bien, mais rendu dans l'estomac, ça va moins bien. Là, on peut avoir plus de reflux, plus de symptômes. On ne se sent vraiment pas très bien. La corticothérapie, les anticholinergiques inhalés, encore là, l'oxygène, ça peut aussi avoir un impact sur les récepteurs sensoriels de notre muqueuse, de notre pharynx. Donc, ça aussi, ça va faire en sorte, un peu comme je vous expliquais tantôt, de diminuer nos sensations oropharyngées. Donc là, à ce moment-là, il peut y avoir de l'accumulation qui se fait dans notre gorge, au niveau de notre larynx, puis nos mécanismes de protection sont moins grands. Il y a d'autres médicaments aussi qu'on voit dans la population, comme par exemple des antidépresseurs que des fois on va avoir, qui vont augmenter notre somnolence, qui vont aussi diminuer notre vigilance durant le repas. Donc, ce n'est pas juste au niveau mécanique qu'on rencontre des problèmes pour la dysphagie, mais il y a aussi tout ce qui est somnolence. Donc, évidemment, si on est moins alerte, ben on risque peut-être plus souvent d'avaler de travers. Donc, c'est peut-être pas les meilleurs moments pour manger. Mais si ça arrive continuellement dans une journée, bien évidemment, il faut en parler pour éviter qu'on s'étouffe ou qu'on ait des fausses routes. Donc là, on a parlé des causes de la dysphagie. C'était plus le côté scientifique, si vous voulez, de la chose. Mais c'est important de comprendre d'où ça vient, ce problème-là, je pense. Mais maintenant, je vais vous parler plus des répercussions de la dysphagie. Pourquoi c'est important qu'on agisse? Pourquoi c'est important d'être alerte à ces problèmes-là? Tu sais, oui, j'avale de travers, mais j'ai jamais fait de pneumonie. Oui, je suis avalée de travers, mais je me sens bien en général. Mais à la longue, ça peut avoir des répercussions quand même assez importantes. Autant au niveau de votre santé physique que votre bien-être psychosocial. Donc, ça a des impacts vraiment à tous les niveaux. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Les personnes qui souffrent d'exacerbation aussi. J'ai mis la petite image, l'œuf ou la poule. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas trop encore.
Les personnes qui ont des exacerbations de la MPOC vont être plus susceptibles à ce moment-là d'avoir des périodes de dysphagie. Donc, c'est une particularité qu'on retrouve chez la clientèle MPOC. La dysphagie, contrairement, par exemple, à une dysphagie qu'on voit dans la clientèle qui ont des AVC. Dans les AVC, on a une dysphagie qui va être là présente en tout temps et qui peut s'améliorer avec le temps, avec des exercices et tout ça. Mais chez la personne MPOC, c'est un peu l'inverse, je vous dirais. La personne, en général, ça va bien, elle mange de tout, sans problème, comme monsieur, madame, tout le monde, mais quand il y a une période d'exacerbation, je suis en dyspnée aiguë, ça va pas bien, et c'est là que j'ai des périodes de dysphagie. Mais une fois que l'exacerbation est cessée, résolue, bien, je recommence à manger comme tout le monde, puis ça va bien. Donc, c'est vraiment périodique, je vous dirais. Et c'est ça la particularité qu'on a chez la clientèle MPOC qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, il y a certaines personnes qui ont des MPOC stables puis qui vont avoir de la dysphagie, mais d'autres qui n'en auront pas, sauf en période d'exacerbation. Donc, il faut être alerte à ces moments-là. Il faut faire des modifications pendant ces périodes-là. Ce qu'on sait aussi, c'est que les personnes atteintes de MPOC qui présentent de la dysphagie vont faire plus d'exacerbation. D'où le fait œuf ou la poule. Je suis en exacerbation, j'ai plus de dysphagie. J'ai plus de dysphagie, je fais plus d'exacerbation. Parce qu'évidemment, il y a tout le lien avec la respiration qui est là. Si je fais plusieurs fausses routes, bien, ça peut m'amener à faire des complications, ça peut m'amener à des troubles pulmonaires. Les impacts de la dysphagie, bien, on en trouve, comme je dis, à différents niveaux. Notamment, on va voir des problèmes de déshydratation, des problèmes de malnutrition, des pneumonies, comme je vous parlais tantôt, et ça a un impact direct sur notre qualité de vie. Donc, je vais passer à travers là, tous ces impacts-là en détail. Donc, pour ce qui est de la déshydratation, je vous dirais souvent, c'est quelque chose qu'on banalise, malheureusement. On ne se préoccupe pas trop de ce qu'on boit en général, mais quand on a de la dysphagie au liquide, ça devient pénible de boire. Donc, premier réflexe qu'on a, je bois moins. Si je bois moins, de moins en moins, et surtout là, l'été s'en vient, il y a des canicules, etc., on va être très, très sujet à faire de la déshydratation. Puis de la déshydratation, c'est pas banal. Ça peut avoir des conséquences graves. Donc, oui, ça peut faire en sorte qu'on a de la constipation. Ça peut faire en sorte qu'on ait moins d'appétit. Si on a des plaies actuellement, bien, la guérison va être retardée. Ça peut donner des nausées, ça peut donner des maux de tête, ça peut avoir un impact sur notre concentration, ça peut nous rendre plus somnolents, moins vigilants. Ça peut aussi faire en sorte qu'on a une coordination moins bonne, donc on est plus à risque de chute. Un autre effet aussi, c'est que si on est déshydraté, bien, certains médicaments vont être concentrés. Donc, ça va faire en sorte que certains médicaments vont devenir toxiques. Donc, ça a un impact assez grave sur la santé. Ça va faire en sorte aussi qu'on va être plus à risque de faire des infections urinaires et pulmonaires. Donc, déjà, on est déjà fragile au niveau pulmonaire. On ne veut pas exacerber ça. Dans des cas sévères, ça peut mener jusqu'à un délirium. Carrément, là, on perd la carte. On n'est plus là. Des chutes de pression importantes. Ça peut aussi faire des débalancements électrolytiques. Donc, dans notre sang, là, il n'y a plus rien qui va. Là. Puis, on peut faire, quand on est très, très déshydraté, on peut faire de la fièvre. Donc, c'est une des démonstrations. Donc, la déshydratation, ça va amener une dégradation de notre état de santé. Puis au final, si on ne s'en occupe pas, mais ça peut augmenter notre risque d'hospitalisation, puis voire le décès. Donc, ce n'est pas quelque chose de banal. Oui, j'ai bu un verre d'eau de moins que hier, c'est pas grave. Mais quand c'est, comme je vous dis, un problème dû à de la dysphagie, c'est à tous les jours qu'on se limite parce qu'on n'est pas confortable. Donc, si vous voulez savoir si vous commencez de la déshydratation, je vous dirais que les signes souvent les plus fréquents, c'est qu'on a du soif. On a toujours soif parce qu'elle n'est pas étanchée. On va avoir la bouche sèche aussi. Tout le temps, la bouche sèche, même la peau va être sèche éventuellement.
On va avoir aussi la langue, tout ce qui est buccal, ça va être sec. On va aller moins souvent aux toilettes ou notre urine va être beaucoup plus claire. Donc, si on est déshydraté, au contraire, on va avoir une urine super foncée parce que là, tout est concentré. Si votre urine est jaune pâle, ça va. Mais si l'urine est quasiment orangée, ça veut dire que là, on n'a pas assez bu. Comme je disais, il y a des maux de tête, il y a de la fatigue, de la mauvaise haleine, des étourdissements, des palpitations au cœur. Donc, ça, c'est tous des symptômes qui peuvent nous dire j'ai peut-être un début de déshydratation, il faudrait que je boive plus ou que je consulte si je ne suis pas capable de le faire. Au niveau de la dénutrition, donc, comme je vous disais tantôt, il y a un impact au niveau de la nutrition. Évidemment, on parle d'aliments qu'on a de la misère à avaler. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens vont dire « Ah, ben ça passe pas, je le mets de côté. Ah, ça non plus, ça passe pas, je le mets de côté. » Mais au final, quand les symptômes sont plus importants, ben c'est pas juste un aliment qu'on met de côté, c'est plusieurs aliments, c'est des groupes alimentaires carrément qu'on enlève de notre alimentation. Puis ça nous mène à de la dénutrition. La dénutrition, c'est quelque chose de très, très important parce que ça augmente notre risque d'infection. Ça va augmenter aussi notre risque de chute parce qu'on va être plus fragile. Ça va aussi avoir des altérations au niveau musculaire. Donc, il va y avoir une fonte, pas juste de la graisse, il va y avoir une fonte musculaire qui va se faire. Notre système immunitaire va être moins bon, moins grand. On va avoir de la difficulté à cicatriser, par exemple. On va avoir aussi des impacts psychologiques. Il y a des impacts aussi relationnels, du fait qu'on mange moins, on s'isole plus. Puis, bien évidemment, quand la dénutrition est très, très sévère, bien, ça peut mener jusqu'à la mort, malheureusement. Si on maigrit trop à un certain point, bien, on ne peut pas survivre. Puis, la dénutrition, c'est déjà un problème qu'on rencontre dans la MPOC. Certains gens qui sont avancés dans leur MPOC doivent déjà se battre contre la dénutrition parce que les apports en calories et en protéines sont augmentés dans la MPOC. On doit manger plus que la population normale parce que juste le fait de respirer, ça nous demande beaucoup d'énergie, plus que la normale. Donc, on a déjà ce problème-là par le fait même qu'on a une MPOC souvent. Et là, si en plus on rajoute de la dysphagie qui fait en sorte qu'on minimise nos apports, bien, c'est décuplé. Donc, c'est vraiment important à ce moment-là, si vous voyez que vous avez commencé à maigrir, de vous poser la question « Comment ça je maigris? Comment ça? Est-ce que c'est parce que je mange moins? Puis, pourquoi je mange moins? Est-ce que c'est parce que c'est difficile de manger? » Donc, ça, c'est des questions à se poser. Par la suite, je vous parlais tantôt d'étouffement. Donc, je vous explique un peu qu'est-ce que c'est. Comme je vous disais tantôt, souvent, on va utiliser le mot étouffement quand on se met à tousser au repas parce que ça a passé de travers. Ça, comme je vous disais, ce n'est pas un étouffement, c'est ce qu'on appelle une fausse route, je fais le rappel. Un étouffement, dans le fond, c'est vraiment lorsqu'il y a un corps étranger, que ce soit un aliment, un médicament ou peu importe, qui vient vraiment obstruer les voies respiratoires, soit partiellement, soit complètement. Quand c'est partiellement, ben, on va avoir comme signe une grande difficulté à respirer. On va avoir une respiration qui est plus sifflante. Puis on va essayer de tousser pour dégager, mais c'est difficile. Plus que quand c'est juste une fausse route. Quand on a un étouffement qui est total, donc là, l'obstruction est complète, là, on a un véritable étouffement. Donc, il n'y a plus de son du tout qui va sortir de la bouche. Il n'y aura pas de tout, c'est certain. Puis la personne, elle va commencer à changer de couleur. Donc, parce qu'il y a une asphyxie qui se fait. Donc, on va devenir... au début, on vient rouge, puis après, on bluit. Donc, là, il y a vraiment urgence vitale. À ce moment-là, c'est important d'agir rapidement. Si vous n'êtes pas seul, ça va être de faire les manœuvres, par exemple, de Heimlich. Ou si vous êtes seul, je vais vous montrer un peu plus tard comment faire pour vous en sortir.
Mais ça, c'est vraiment un étouffement et c'est très rare que ça arrive, ça. C'est pas quelque chose de fréquent. La fausse route, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez fréquemment, puis qui peut arriver souvent dans un repas. Un étouffement, ça ne peut pas arriver 3-4 fois au cours d'un même repas. Donc, parce que comme je vous dis, il y a une urgence qui est vitale qui est là. Ça arrive très rarement et ça peut arriver à n'importe qui. Le risque qui est augmenté, c'est surtout au niveau de la pneumonie. Donc, quand on fait de la dysphagie, ça, c'est une des principales conséquences, c'est qu'on est beaucoup plus à risque de faire des pneumonies. Et comme je vous disais, ça va être une pneumonie qu'on appelle d'aspiration. Donc, cette pneumonie-là, en fait, est due au fait qu'on avale les bactéries de notre bouche, en même temps que la fameuse bouchée qui a passé de travers. Donc, ce qui arrive, c'est que comme vous voyez dans l'image, on a nos bactéries dans notre bouche, tout le monde en a, c'est normal, mais ces bactéries-là ne devraient pas se retrouver sur nos poumons jamais. Sauf quand on a de la dysphagie, on avale soit notre salive, donc qui contient ces bactéries-là, soit on avale notre liquide, notre bouchée, qui a été en contact avec nos bactéries buccales, et là, qui s'amènent directement vers nos voies respiratoires. Et là, ils se rendent sur nos poumons. Puis, souvent, ce qui va arriver, c'est que ça va développer une pneumonie. Donc, ça, c'est le premier type de pneumonie qu'on rencontre fréquemment. L'autre type qu'on va appeler plus une pneumonie acide, parfois vous allez entendre ce terme-là. En fait, c'est une sorte de pneumonie d'aspiration, mais comme je vous disais tantôt, c'est plus quand on a une atteinte au niveau de la phase œsophagienne. Donc, que c'est le contenu gastrique qui va être retrouvé au niveau du poumon. Donc là, à ce moment-là, c'est pour ça le terme acide. Donc, si on a un refoulement, dans le fond, de notre acidité qui se retrouve vers nos poumons, bien là, on va être à risque de développer une pneumonie acide, ou donc une pneumonie d'aspiration par notre acidité. C'est deux types de pneumonie, puis vous allez voir, les symptômes vont être similaires à un autre type de pneumonie que vous avez l'habitude là, de faire. Donc, c'est difficile pour vous de dire, non, c'est pas à cause de la dysphagie, c'est à cause de ma MTOC que j'ai fait la pneumonie. Mais le médecin, lui, par les rayons X, tout ça peut être en mesure de déterminer le type de pneumonie que vous avez fait et vous informer si c'est suite peut-être à un problème de dysphagie. Finalement, comme je vous disais, il y a aussi des conséquences sur la qualité de vie. Donc, pas juste au niveau physique, mais au niveau psychologique. Souvent, ce que ça va faire, ça va créer de l'anxiété chez les personnes qui ont de la difficulté à manger. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de s'étouffer, ils ont peur d'avoir mal. Ils commencent à avoir des craintes. Ah non, ça va être le temps du repas. Ça ne me tente pas. Ça va aussi enlever le plaisir de manger parce qu'on ne peut plus manger comme les autres à ce moment-là ou boire comme tout le monde. Ça peut venir jusqu'à de la dépression chez certaines personnes. Puis ça atteint aussi les aidants parce que c'est pas toujours facile. Si c'est pas vous qui cuisinez pour vous-même, mais que c'est quelqu'un d'autre, bien, ce quelqu'un d'autre-là va avoir de la difficulté peut-être à vous faire des repas pour vous faire plaisir, pour que vous ne soyez pas en douleur ou que ce soit plus facile. Donc, c'est important à ce moment-là d'en parler pour qu'une équipe vienne vous aider, vous donne des conseils pour que ça s'améliore. Il y a aussi des conséquences sociales parce qu'évidemment, quand on ne mange pas comme tout le monde ou quand on se met à tousser à tout bout de champ, c'est gênant. Il y a des gens qui vont tellement être gênés qu'ils vont s'isoler, qui ne voudront plus manger avec d'autres personnes. Ils n'iront plus au restaurant, par exemple, ou ils n'inviteront plus des gens à la maison, ou ils vont s'empêcher d'aller en visite ailleurs. Donc, ça crée finalement de l'isolement et toutes ces conséquences-là, exacerbent les autres conséquences. Donc, les gens vont moins boire, vont moins manger, donc plus de dénutrition, plus de perte de poids, et ainsi de suite. Donc, c'est un cercle vicieux qui embarque. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on voit ici. Je suis désolée, elle est en anglais, là, la diapositive, mais je ne voulais pas la dénaturer. Donc, on voit d'un côté, quand on a des maladies pulmonaires, on a souvent un problème de coordination, comme je vous disais, respiratoire, donc avec la déglutition. Ça va nous amener à de la dysphagie. Et la dysphagie, malheureusement, va causer de l'anxiété, de la dépression, va causer, comme je vous disais,
exacerbation de notre MPOC, puis toutes sortes d'autres effets secondaires, tant au niveau social, de la qualité de vie, économique et physique, comme je vous parlais. Donc, c'est tout interrelié. Hein? Donc, vous voyez, je trouvais que ça parlait bien, ça résumait bien, dans le fond, les conséquences que je voulais vous parler. Par la suite, là, on sait c'est quoi les conséquences, on sait que c'est quand même un problème sérieux, que c'est assez grave, puis qu'il faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, premièrement, ici, c'est une diapo assez, qui est résumée dans le fond de ce que c'est le cheminement qu'on devrait avoir. Premièrement, on devrait dépister. Dépister, c'est quoi? C'est de se poser les questions. Est-ce que je suis atteinte d'une dysphagie? N'importe qui peut faire le dépistage. Ce n'est pas un acte qui est réservé à aucun professionnel. Donc, même vous, vous pouvez avoir accès à un dépistage, puis prendre des questions, exemple, le documenter. Moi, je vous dirais, en tant que professionnel, j'aime ça quand mes patients me disent « Hey, moi, j'ai remarqué que j'ai tel symptôme. » C'est à ce moment-là que ça arrive, surtout dans la MPOC, parce que comme je vous disais tantôt, les symptômes qu'on va voir tantôt, ils n'arrivent pas nécessairement en tout temps. Les gens qui me disent, ben normalement, ça va super bien, mais là, comme là, j'ai vécu une pneumonie il n'y a pas si longtemps, j'ai eu des exacerbations, je suis en dyspnée depuis un petit bout, c'est vraiment plus difficile au niveau respiratoire. Là, ils vont me parler de différents symptômes qui sont là. Des fois, il y a des gens qui me disent, ben, c'est plus en fin de journée que j'ai des symptômes. Pourquoi? Ben, parce que je suis plus fatiguée. Ou il y a des gens qui vont avoir des symptômes plus dans des moments de stress, ils vivent des moments difficiles dans leur vie, puis là, ils ont de la dysphagie. Donc, c'est pour ça que c'est important de documenter le moment auquel ça arrive. Au cours même d'un même repas, ça peut être en fin de repas que ça arrive. Pourquoi? Bien, parce que je suis plus essoufflée en fin de repas. Ça fait plusieurs bouchées que je synchronise ma respiration, ma déglutition. C'est essoufflant. je suis essoufflée là, d'avoir mangé. C'est un acte qui demande, comme je vous disais, de faire affaire avec ses muscles, tout ça. Donc, si on est plus faible, plus fatigué, mais c'est peut-être normal que les symptômes arrivent plus en fin de repas parce que la fatigue est embarquée. On va aussi demander quel positionnement on est quand on mange. C'est quoi l'intensité des symptômes, puis avec quel aliment. Des fois, les gens me disent, ben, ça arrive juste avec le riz. Non, OK. Mais des fois, c'est plusieurs aliments, mais on ne fait pas de lien. Mais nous, professionnels de santé, on est capable des fois de vous aider à faire le lien, dire c'est cette catégorie-là qui pose problème. Donc, c'est vraiment ça qu'on va regarder au niveau du dépistage. Donc, pour dépister, il faut savoir c'est quoi les symptômes. Donc, les symptômes qu'on voit le plus souvent, ça va être des difficultés à avaler. Donc, ça me prend par 2 fois avant d'être capable d'avaler ma bouchée. Ça reste là sinon. Il faut que j'avale super fort pour réussir à avaler. Je m'étouffe parce qu'on va tous dire ça quand même. Dans le fond, la personne a des aspirations. Elle tousse pendant le repas, pendant qu'elle boit. Il y a de la nourriture qui sort par mon nez. Ou des fois, j'ai des régurgitations. Comme je vous disais tantôt, on a un mécanisme de protection. La nourriture ne devrait pas sortir par le nez. Il y a peut-être un défaut là. Si ça régurgite, il y a peut-être un autre défaut au niveau peut-être, là, comme je vous disais, du péristaltisme tantôt. Il y a de la nourriture qui sort de ma bouche. Ma bouche, ça ne fonctionne pas. Quand j'avale, ça coule. J'ai beaucoup de salé ou j'en ai pas du tout. Donc ça peut être des choses qui peuvent avoir été dépistées. Comme je vous disais tantôt, quand je parlais de stase, donc d'accumulation dans la gorge, bien, des fois, on les sent, ça. Et c'est pas agréable. Donc, les gens vont dire, ça accroche ici ou ça accroche de l'autre côté. Ou quand j'avale, on dirait que j'ai toujours quelque chose qui est pris. Ça colle la nourriture dans ma bouche. Il y en a d'autres qui disent, je me rends compte, ou des fois, c'est l'aidant qui va s'en rendre compte, qui dit, quand je parle pendant le repas, là, sa voix, elle change, là, je ne le reconnais plus. Comme je vous disais, il y a une voix mouillée, on dirait, ou enrhumée, ou ça fait des petits sons, on dirait, quand il mange.
où il a besoin toujours de comme se dérimer à chaque fois qu'il mange. Ou des fois, on va dire, ben, ça me fait mal. Ça me fait mal dans la gorge. Ou ça me fait mal un peu plus bas, là, au niveau comme de la poitrine. D'autres signes qui sont plus subtils, ben, ça va être justement les pneumonies. Si j'en fais souvent, il faut se poser des questions. C'est juste ma MPOC ou c'est autre chose, c'est peut-être ma déglutition qui va moins bien? Si je perds du poids, même chose. Si je perds du poids, je mange moins, ça peut être des signes de dysphagie. Donc, c'est là la question à savoir, je mange moins, pourquoi? Parce que c'est difficile ou parce que j'ai pas faim? Donc, ça, c'est des choses que nous, on est après en mesure de vous aider. D'autres signes qui sont plus comportementaux, comme je vous disais tantôt, quand on a de la dysphagie, souvent, on va changer nos habitudes de vie. On va changer nos habitudes alimentaires. Donc, j'aimais ça manger du steak, mais à cette heure, oh, plus vraiment. Mais pourquoi vous aimiez ça? Ah, oh, c'est rendu dur à manger. Ah, je mangeais du riz, mais ça, je m'étouffe tout le temps avec ça. Donc, comme je vous disais tantôt, ben, je bois beaucoup moins qu'avant. Mais pourquoi vous buvez moins qu'avant? Vous n'avez pas moins ça? Ben, finalement, c'est parce que je tousse tout le temps quand je bois. Je refuse carrément de manger. Ou certains repas, je laisse ça là. Tu sais, c'est pas moi qui l'ai préparé parce que ça me fait peur là, de manger ça. Je sais que ça ne passera pas bien. Ça me prend du temps à manger. Avant, là, je mangeais, ça allait bien. Puis là, maintenant, là, ça me prend 2 fois plus de temps à manger. Pourquoi? Mais peut-être parce que c'est difficile de manger ou qu'il faut être tellement prudent quand on avale que ça étire le repas. Ou tout simplement, comme je disais tantôt, on ne veut plus manger avec d'autres personnes, on veut être tout seul, on s'isole parce qu'on a un peu peur du regard des autres, parce qu'on a des symptômes, parce qu'on ne mange pas comme les autres. Donc ça, c'est des signes qui font partie du dépistage. Là, je vous ai mis à l'écran un dépistage typique pour la dysphagie. Ça s'appelle le HEAT10. C'est Nestlé qui fait ce dépistage-là. Il y en a plusieurs, mais celui-là, il est quand même relativement simple à comprendre, qui est facile à utiliser. Comme je vous dis, n'importe qui peut le remplir, ça peut être vous. Puis, dans le fond, c'est un système de pointage. On répond aux questions. 0, pas de problème, jusqu'à 4, problèmes importants. Donc, ça vous laisse quand même une marge de manœuvre pour décider puis juger. Puis, si vous avez un score de plus que 3, c'est probablement parce que vous avez des symptômes de dysphagie. Donc, à ce moment-là, on vous recommande d'aller consulter votre médecin pour parler de votre trouble de déglutition, puis lui va pouvoir vous référer aux bonnes personnes. Donc, je vais vous montrer parce que je ne sais pas si ça va marcher. Je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez à l'écran? Le voyez-vous, le questionnaire? Oui, parfait. Donc, ce questionnaire-là, si vous voulez, je pourrais vous le renvoyer par courriel. Hélène, si tu veux, on pourra le faire, là, puis l'envoyer à tous. Oups. Je vais tenter de revenir. Parfait. Donc, le dépistage, comme je vous dis, c'est vraiment important. C'est la première chose à faire. Il ne faut pas minimiser ces symptômes. Souvent, on va dire, c'est pas grave. Ou surtout si ça arrive juste en période d'exacerbation, c'est difficile de juger, tu sais, qu'est-ce qui me fait tousser. Fait qu'on va comme passer outre ça, puis se dire, ben c'est pas grave, puis c'est rien. Mais si c'est de la dysphagie, c'est important qu'on mette des choses en place parce qu'on peut vous aider à vous sentir mieux. Déjà, une exacerbation d'MPOC, c'est pas drôle. Mais on peut-tu au moins rendre ça un peu moins difficile comme période? Donc, je vous dirais que même, on remarque ça souvent, c'est que les gens vont minimiser leurs symptômes parce qu'ils sont habitués de tousser. Tu sais, on est habitué d'avoir un petit toux tout le temps. Fait qu'on l'ait entre les repas ou au repas, on ne fait pas la différence. Mais si c'est une toux qui est tout le temps au repas ou qui est quand, à chaque fois que vous buvez,
c'est peut-être pas votre tout normal. C'est peut-être dû à la dysphagie. Donc, c'est vraiment important que vous faisiez, là, je vous ai donné un outil, faites-les, cet outil-là, ça prend 1 minute à faire. Ça va peut-être vous pister à un sujet qu'on doit discuter avec des professionnels, qu'on doit parler avec notre médecin. Donc, vraiment, ça, c'est important. Si on revient, donc, je vous ai parlé de dépister, je vous ai parlé de documenter. Donc, là, vous connaissez vos signes, vos symptômes, tout ça. Donc, vous écrivez ça. Nous, on aime bien ça, avoir des patients bien préparés. Vous arrivez pour une consultation. Donc, dès qu'il y a des manifestations, attendez pas de faire une pneumonie d'aspiration. C'est dangereux. Des fois, c'est difficile à traiter. Donc, allez de l'avant avant qu'il y ait des conséquences graves. Vous pouvez en parler avec votre médecin. Si vous avez une équipe de soins autour de vous, si vous avez, par exemple, si vous êtes suivi en soutien à domicile, vous avez probablement un inhalothérapeute qui vous suit. Parlez-lui-en. Si vous avez une nutritionniste au dossier, parlez-lui-en. Puis sinon, bien, comme je vous dis, votre équipe de soins, votre médecin va pouvoir vous référer à la bonne personne aux besoins. Donc, souvent, on va référer à la nutritionniste. D'autres fois, c'est dans d'autres équipes interdisciplinaires. Là, vous allez pouvoir être vu peut-être par un ergothérapeute ou un orthophoniste également. Pour l'évaluation, je ne passerai pas là, à travers tous les examens, mais l'évaluation peut se faire différemment. Soit le médecin peut vous prescrire des examens radiologiques, exemple, ce qu'on appelle une vidéofluoroscopie ou une gorgée barytée. Donc, c'est des examens où on vous installe devant comme un genre de rayon X, puis on met dans la bouchée ou dans le liquide du barium, donc une substance qui va colorer la bouchée et qu'on va pouvoir suivre de votre bouche jusqu'à votre œsophage, jusqu'à l'estomac, tout dépendant de l'examen. Et ça va permettre de savoir si la bouchée passe réellement dans votre système digestif ou si ça en va vers la voie respiratoire. Et si elle passe par les voies digestives, est-ce qu'elle bloque quelque part? Est-ce qu'il y a un problème? Donc ça, c'est des examens radiologiques. Sinon, tout simplement, des fois, par une observation de repas qui peut être faite par un nutritionniste ou par, comme je vous disais, une équipe interdisciplinaire en dysphagie. Donc, on vient soit à la maison, vous faire une évaluation. Donc, à ce moment-là, comme moi, par exemple, dans ma pratique, je vais chez les gens, je m'installe avec eux sur une heure de repas et je regarde comment ça se passe, leur repas. Par différents moyens, on peut évaluer justement les problématiques, puis après ça, donner des conseils pour améliorer la situation. Donc, ça ne coûte pas rien, ces évaluations-là. Si vous passez, par exemple, par votre médecin ou par votre CLSC, c'est gratuit. Vous allez avoir Puis, en général, la dysphagie, c'est quand même un problème qui est assez sérieux et pris en compte rapidement. Donc, les temps d'attente, tout dépendant où vous êtes au Québec, là, je vous dirais, mais les temps d'attente sont quand même moins longs que pour d'autres problématiques parce que les conséquences peuvent être quand même graves et rapides. Donc, on agit en général plus rapidement. Donc, laissez-vous pas... Des fois, on se dit, ça va être tellement long avoir une référence, parce qu'on le sait dans le système de santé, des fois, c'est long, on attend longtemps pour nos services, mais si c'est pour de la dysphagie en général, vous êtes pris plus rapidement. Donc, attendez pas. Donc, ça fait le tour pour l'évaluation. Je n'en dirai pas plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on en reparlera par la suite. Ce que je veux vous parler surtout, c'est des traitements puis des façons de prévenir la dysphagie. Donc, on va passer à travers différents aspects, notamment des bons réflexes à avoir, l'adaptation de l'alimentation, l'adaptation ergonomique, la réadaptation de la déglutition, l'hygiène buccale, puis l'adaptation de la prise de médicaments. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire, nos bons gestes, quand on a une fausse route? On entend toutes sortes de choses quand on s'étouffe. Une bonne claque dans le dos ou il y a toutes sortes de choses qu'on va penser. Je voudrais que les meilleurs réflexes à avoir si on sent qu'il y a quelque chose qui passe de travers, c'est de tousser.
tant et aussi longtemps qu'il y a de l'air qui passe, qu'on n'est pas en étouffement total, toussez. Toussez le plus fort que vous pouvez et le plus longtemps possible, jusqu'à temps que vous sentez que ça l'a dégagé. Je vous dirais que c'est la meilleure méthode pour s'en sortir. Sinon, d'autres petits trucs, on peut aussi bloquer temporairement un petit instant sa respiration, prendre comme un petit moment d'apnée, puis après de reprendre, ça va aider. D'inspirer doucement par le nez, ça aussi, ça peut vous aider. Si vous sentez que le morceau est proche, essayez de recracher ou de régurgiter. C'est sûr que c'est malaisant, c'est pas toujours agréable, mais je vous dirais que ça peut sauver une vie. Donc, ça vaut la peine de le faire. Si le morceau est prêt, vous le sentez, gênez-vous pas à aller chercher manuellement. Des fois, on sent là, que c'est comme pris dans le fond de la... juste au fond de la gorge. On peut aller chercher le morceau manuellement. Ou si vous avez un appareil à succion ou d'aspiration, des fois, il y a des gens qui ont ça parce qu'ils ont trop de salive ou qui ont trop de sécrétion. Cet appareil-là peut être utilisé aussi si vous êtes dans un moment où vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas bien. Si vous êtes gravement atteint, de vous coucher, ça va limiter les effets de la gravité. Si vous levez debout, ben, je veux pas, la gravité va faire son effet et le morceau va continuer son chemin vers le bas. C'est pas ça qu'on veut, on veut au contraire qu'il remonte. Donc, si vous couchez, au moins, il va rester au même endroit. Puis, c'est sûr, quand on est dans un étouffement total, on parlait tantôt, il y a la manœuvre de Heimlich qu'on peut faire. Je vais vous montrer un peu par la suite. À ne pas faire. La fameuse petite tape dans le dos. Juste la petite tape. Parce qu'une bonne tape vers le haut, quand on sait, comme un peu le clapping, exemple, ceux qui connaissent le clapping, ça peut être efficace pour décoller. Mais la petite tape dans le dos, ça n'a aucun impact sur notre déglutition. Au contraire, ça peut même faire en sorte qu'il y ait une vibration, puis que là, ça décolle, mais que ça continue vers le bas. Et si là, le morceau n'est pas dans le système digestif, mais qui est dans nos voies respiratoires, bien, on va le décoller et il s'en va vers nos poumons. C'est pas ce qu'on veut. Au contraire, on veut qu'il ressorte le morceau pour éviter qu'il reste dans nos voies respiratoires. Quand on dit « Ah, lève tes bras, ça va marcher », ça ne marche pas. Ça ne donne rien. Ou quand on se met à tousser puis qu'on se dit « Ah, je vais reprendre une petite gorgée ou une petite bouchée, ça va passer ». Ça ne fonctionne pas, ça non plus, en général. Ça peut aggraver la situation aussi parce que si il y a déjà quelque chose qui est pris puis que vous rajoutez une gorgée, une bouchée, ça risque de s'accumuler, là. Donc, vous allez avoir encore plus de matériel à faire dégager, plus de matériel qui s'en aille vers vos voies respiratoires. Donc, je vous dirais que la meilleure chose à faire, tousser. Rappelez-vous juste d'une chose, tousser. Donc, en toussant, ça va permettre de faire propulser vers le haut le matériel, la bouchée, la pilule, ou peu importe, qui est pris. Qu'elle soit prise au niveau respiratoire, ça va l'aider à revenir puis à basculer vers notre pharynx puis notre œsophage. Et si c'est l'inverse, puis que c'est pris dans quelque part dans notre conduit au niveau du pharynx ou au niveau de l'œsophage, bien, ça va après juste faire en sorte que ça se secoue, que ça se dégage, puis que là, ça passe par la suite soit dans notre bouche ou que ça revienne prendre son chemin. Donc, la manœuvre de Heimlich, je ne vous l'expliquerai pas, là, ce n'est pas un cours de premiers soins non plus ou de secours. Là. Moi, je vous encourage à aller le chercher si vous ne l'avez pas. C'est toujours pratique ou d'avoir quelqu'un dans son entourage qui l'a. Mais en gros, la manœuvre Heimlich, vous n'avez sûrement entendu déjà parler, c'est une façon de dégager un corps étranger, que ce soit un aliment ou peu importe, qui est pris. Donc, vous voyez que vous êtes en étouffement, vous voyez quelqu'un qui l'est, bien, vous placez soit vos mains comme en point, vous essayez de le déposer juste à la base là, du sternum. On a comme une petite pointe, là, c'est là qu'on va se mettre. Puis, on va faire un mouvement avec notre pointe vers le haut, comme un J. Donc, c'est vraiment en J qu'on va faire la poussée vers le haut.
pour dégager puis que ça remonte jusqu'à la bouche. Donc, c'est la méthode. Mais ce que moi, je voulais surtout vous parler, c'est que si la personne, ça va pas bien, que vous n'êtes pas seul, puis que quelqu'un veut vous venir en aide, puis qu'il n'est pas capable de vous le faire debout. Exemple, la personne est trop petite. Quelqu'un qui est plus corpulent, ben, puis qu'il est en compagnie d'une personne plus petite, ça ne veut pas dire que ses mains vont rejoindre son sternum. Vous pouvez coucher la personne ou vous coucher, puis là, la personne va faire plus des compressions comme quand on fait un massage cardiaque. Ça va faire le même effet. Cette compression-là va aider à faire remonter la bouchée, le morceau de tête qui est pris, peu importe. Et si vous êtes seul, ça c'est, je vous dirais, le plus important parce que ça arrive. Si vous êtes seul, ben c'est bien beau appeler le 911, mais quand on est en étouffement, le temps que ça arrive, ça va vite et on ne veut pas paniquer. Fait que si vous sentez que vous êtes en étouffement, vous pouvez, parce que faire des compressions soi-même, c'est difficile de se le faire soi-même. Des fois, on n'a pas la force pour le faire. Donc, je vous dirais le conseil, c'est de vous mettre soit sur une chaise ou une table ou quelque chose qui est assez haut qui va vous amener jusqu'à justement le haut de votre abdomen, donc au niveau de votre sternum, et vous allez mettre votre poing sur soit la table comme on le montre sur l'image. Et là, vous allez pousser fort, tout simplement en vous penchant sur votre poing et sur le meuble ou la chaise en question. Et ça va permettre d'avoir une meilleure compression puis de faire dégager l'aliment là, qui est pris. Donc, c'était mon petit mot là, sur le Heimlich, mais évidemment, c'est une méthode qui est enseignée là, en général dans les cours de premiers soins. Donc, mais si on est mal pris et qu'on ne l'a pas, bon, au moins, on a une idée de comment le faire. C'est mieux que rien du tout, je vous dirais. Par la suite, on va parler de l'alimentation. Hein? Je suis nutritionniste, donc ça, c'est plus mon dada, je vous dirais. Les adaptations qu'on peut faire au niveau de l'alimentation. Il y a plusieurs choses qu'on va proposer à notre clientèle, notamment, premièrement, sans toucher à l'alimentation directement, mais pour justement diminuer le niveau de fatigue avant le repas. On le sait, dans la MPOC, tout est plus fatigant en général. Donc, quand on a des maladies pulmonaires, le moindre effort va nous causer de la dyspnée. Donc, faire qu'un repas, c'est du sport parfois. Donc, je vous dirais de diminuer vos activités qui sont exigeantes avant les repas. Si c'est trop fatigant de faire un repas, ben allez avec des mets déjà préparés. Faites-vous servir, des fois ça vaut la peine si vous avez quelqu'un dans l'entourage qui prépare des choses pour vous, parce que ça va vous limiter votre fatigue. Comme ça, au moins, vous allez être plus en forme au moment du repas. Pendant le repas aussi, pour limiter la fatigue, ben, c'est de manger des plus petites quantités, mais plus souvent. Souvent, on a tendance à avoir la grosse assiette 3 fois par jour, mais au bout du repas, comme je disais, on est fatigué, on est essoufflé. Parce que c'est demandant un gros repas. C'est une demi-heure à manger, c'est beaucoup. Mais si on n'est pas capable de manger notre demi-heure, ben, ce qui va arriver, c'est qu'on va manger de moins en moins. Puis là, on va avoir la dénutrition. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, pour contrer ça, c'est de manger des petits repas qui ne prennent pas beaucoup de temps à manger, mais on en mange plus souvent pour compenser. Donc, ça, c'est une bonne façon de faire. Autre chose qu'on veut faire aussi, c'est de vérifier s'il reste de la nourriture dans notre bouche après le repas. Ça a l'air bête un peu des fois comme ça, mais je vous dirais que ça arrive. Qu'il y a des résidus, surtout si on a des prothèses dentaires qui sont mal ajustées. Exemple, il y a des résidus de nos aliments qui vont rester dans nos dents, dans nos prothèses, en dessous des prothèses. Ça va même des fois en dessous de la prothèse, là, au niveau du palais, tout ça. Puis là, ben, on est fatigué, on va se coucher. Mais là, on se couche avec des aliments en bouche, finalement. Et puis ces aliments-là, quand on dort, ben, à un moment donné, ils s'en vont. Hein? Ils ne restent pas là éternellement. Et notre cerveau, lui, n'est pas en mode je mange, je déglutis. Donc, ce qui va arriver, c'est que ces aliments-là vont passer dans votre gorge. Et comme je vous disais tantôt, il va y avoir un genre d'écoulement passif. Ça va se faire tout seul. Et là, malheureusement,
ben, l'épiglotte ne sera pas fermée parce qu'il n'y a pas personne qui a dit que vous êtes en train de manger. Donc, finalement, ça va aller directement dans vos voies respiratoires. Je vous dirais, une autre bonne mesure à faire aussi, c'est de rester assis plus longtemps après le repas. Au niveau des aliments même, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va vous recommander de couper plus petit les morceaux. Donc, en les coupant plus petits, premièrement, il y a moins de risque de s'étouffer avec des gros morceaux. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'en coupant très, très petits nos aliments, ben, on diminue notre fatigue parce qu'on a besoin de moins mastiquer. Parce qu'un gros morceau, si on ne veut pas l'avaler tout rond, il faut mastiquer longtemps. Puis mastiquer longtemps, ça demande un effort de tous nos muscles de notre bouche, ça demande un effort à tous les niveaux, puis c'est fatigant. Puis là, ben, si on est fatigué, ben, on est moins vigilant, puis oui, on a plus de problèmes de déglutition. On va demander aussi de manger lentement, de prendre le temps de mastiquer. Ça, des fois, ça cause problème. Hein? Surtout dans notre vie de tous les jours, on est un peu toujours à la course. Le moment du repas, c'est important que vous arrêtiez, que vous preniez le temps de mastiquer vos aliments à chaque bouchée. Après ça, l'autre chose qu'on va souvent vous dire, c'est d'ajouter de la sauce, d'humidifier vos aliments. Parce qu'on parlait tantôt de bouche sèche avec nos médicaments et tout ça. Donc, quand on a la bouche sèche, c'est dur d'avaler. Et si on ajoute de la sauce, si on rajoute du bouillon, par exemple, dans nos aliments, ça va être plus facile à avaler. Ils vont glisser mieux. Donc, ça, c'est une façon de faire aussi qui est très, très simple, qu'on peut faire déjà à la maison quand on voit qu'on débute des problèmes. L'autre chose qui va arriver aussi, puis ça, des fois, on a plus de difficultés à le voir nous-mêmes. Comme je vous dis, des fois, on se rend compte qu'il y a des textures, des choses qui fonctionnent moins bien, on les met de côté, mais on n'a pas l'idée nécessairement de modifier ces aliments-là. Et nous, en nutrition, c'est un peu ça qu'on va vous montrer. Comment modifier la texture de vos aliments pour que vous ayez une offre alimentaire qui est plus grande, qui n'est pas trop limitée, puis qui va vous permettre de manger plusieurs aliments, mais de façon sécuritaire. J'ai la petite image en haut là, de la fameuse pomme. Une pomme, on peut la manger entière. Et là, c'est sûr qu'il faut des bonnes dents pour pouvoir croquer notre pomme. Là, nos morceaux sont plus gros, il faut mastiquer plus longtemps, il y a de la pleure à gérer, tout ça. Donc, vous comprendrez que la pomme en tant que telle est plus dure à manger quand on a de la dysphagie. Mais on peut la modifier. On pourrait, par exemple, la couper, la peler. Déjà, on enlève une étape. On a enlevé la pleure qui est plus difficile. On l'a coupée, donc on n'a pas à croquer, c'est moins dur pour nos dents. Puis, on l'a coupée grossièrement, fait qu'on a quand même de la mastication. Si c'est difficile de mastiquer les morceaux, bien, je peux la hacher. Donc, on l'a râpé cette fois-ci. Râper notre pomme, c'est toujours le même aliment, il goûte la même chose, mais il est râpé. Donc là, bien évidemment, on a encore moins de mastication à avoir. Les particules qu'on avale vont être beaucoup plus petites, c'est plus facile de gérer. Ça accroche pareil dans la gorge. Les petits filaments, là, ils m'accrochent, ils collent dans ma gorge, ça va pas bien. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, je pourrais la faire cuire un petit peu la pomme, puis juste la piler au pilon. Il y a de la texture encore, il y a des petits grumeaux ici et là. C'est une genre de compote texturée. Ça, on n'a presque plus besoin d'utiliser notre force buccale, nos muscles, parce que c'est presque déjà mastiqué. En gorge, ça passe beaucoup mieux, c'est super juteux et compagnie. Ça accroche pareil. Ben, il nous reste la purée. Donc, on peut carrément mettre au blender, on passe ça, on ajuste ça, et là, on a une purée lisse. Puis là, on n'a plus besoin de mastication. Ça va presque tout seul, puis en général, ça glisse beaucoup mieux. Donc, vous voyez, pour un même aliment, on a plusieurs modifications qu'on peut faire. Puis, selon la personne, on va pouvoir se permettre une ou l'autre des textures. Au niveau des liquides, même chose, on va faire des changements au niveau des liquides. Des fois, on n'y pense pas, on ne connaît pas ça, mais nous, en nutrition, ce qu'on va proposer souvent, ça va être d'épaissir les liquides. Exemple. Donc, notre eau qu'on trouve au robinet, ben, quand on la boit, là, ça ne fonctionne pas. Je tousse à tout coup.
parce que ça va trop rapidement peut-être dans ma gorge. Puis comme on disait, notre clapet, là, notre fameuse épiglotte, elle ne descend pas aussi vite que supposé ou pas au complet. Donc, je veux ralentir l'entrée de mon liquide dans ma gorge. Comment je vais faire? Bien, je vais épaissir les liquides avec certains produits qu'on retrouve en pharmacie ou dans le commerce. Puis la nutritionniste va être en mesure de vous dire quelle épaisseur avoir votre liquide pour que vous puissiez continuer de boire toutes sortes de liquides, mais de façon sécuritaire. Le fait d'avoir une consistance dans vos liquides va faire en sorte que ça va être ralenti. Donc, vous allez avoir plus le temps de gérer votre gorgée. Le synchronisme entre la déglutition puis la respiration va avoir le temps de se faire au bon moment. Donc, ça, c'est d'autres modifications qu'on peut faire. Des fois, on ne touche même pas à ça. Des fois, c'est juste de trouver une bonne température de service. Il y a des gens qui vont me dire, quand c'est chaud, ça ne va pas, mais quand c'est froid, ça va. Des fois, c'est l'état gazeux aussi. Les liquides gazeux, ils viennent dans le fond comme stimuler un peu justement. On disait tantôt, la sensation en pharyngée est diminuée. On ressent moins les sensations. Bien, le fait d'avoir changé les températures, le fait de changer l'état, comme je vous disais, un liquide gazeux, ça va stimuler les sensations dans votre pharynx ou dans votre bouche pour déclencher un réflexe de déglutition, pour déclencher, dans le fond, la déglutition tout court. Donc, ça, c'est toutes des méthodes que nous, on va pouvoir vous aider à trouver. Donc, au niveau de l'alimentation, on a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour vous protéger puis rendre ça agréable. Puis comme je vous dis, tout ça, bien, ça peut être en tout temps, mais ça peut être aussi temporaire. Donc, des fois, tu sais, les gens me disent « Ouais, mais je ne veux pas vraiment manger en purée toute ma vie, là. » Mais des fois, c'est juste de comprendre que pendant l'exacerbation, on a des problèmes, puis oui, ça vaut la peine de modifier, peut-être pas en purée, peut-être ça va être juste en texture plus molle, qui est facile à couper juste avec une fourchette. Puis juste ce changement-là va faire en sorte que je me sens beaucoup mieux. Ou juste le fait de répartir mes repas en petites quantités, bien, je tousse plus au repas puis je suis confortable. Donc, des fois, c'est juste ça. Puis nous, on est là pour vous aider à trouver c'est quoi le conseil le mieux, le plus approprié pour vous. Au niveau ergonomique, je ne suis pas ergothérapeute, mais ça fait partie de la dysphagie. Puis souvent, bien, tout dépendant c'est qui le professionnel qui est là, il y a des petites recommandations de base là, que je vous dirais qu'on peut vous donner. Donc, ce qu'on va faire souvent, c'est premièrement vous recommander de prendre les repas assis. C'est sûr que c'est la position idéale d'être bien positionné à la table. Si vous mangez au lit parce que ça ne va pas, si vous êtes capable de lever la tête du lit ou si vous avez un lit standard, de mettre des oreillers, tout ça pour que vous soyez le plus assis possible. Minimalement, là, un angle de 30-45 degrés. Là. Ça, c'est le minimum. Sinon, assis droit là, à 90, ça, c'est l'idéal pour manger, pour être dans une bonne position. Même chose, comme je vous disais tantôt, allez pas vous coucher tout de suite après avoir mangé. T'sais, si vous avez des problèmes de dysphagie, je vous dirais c'est important. Ou si vous avez beaucoup de reflux. Tantôt, on parlait que c'était une phase œsophagène qui était atteinte, puis les gens avec la MPOC avaient souvent du reflux. Donc, si vous avez du reflux, le fait de vous coucher tout de suite après, et surtout si vous couchez du côté de l'estomac, vous allez avoir une remontée d'acide beaucoup plus fréquente. Donc, le fait de rester assis ou de vaquer à vos occupations, mais debout, exemple, ça va faciliter votre déglutition, ça va faciliter votre digestion. Ça va limiter aussi les risques, comme je vous disais, s'il y a des résidus en bouche ou quelque chose, part en position couchée vers les voies respiratoires parce que là, vous n'êtes plus dans le moment là, de la déglutition. D'autres choses qu'on va adapter au niveau ergonomique, c'est aussi les ustensiles, les verres, tout ça. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place aussi. Tout dépendant, c'est quoi le problème. Exemple, avec les liquides, souvent, c'est juste la position de notre tête qui est le problème. Donc, on n'a même pas besoin des fois d'épaissir les liquides ou rien. C'est juste d'avoir le bon verre ou la bonne tasse. Vous voyez le verre qu'on voit là, dans l'image,
il y a un trou, hein, une cavité. Ce trou-là permet de mettre le nez dedans le verre. Donc, ça vous permet de garder la tête plus droite quand vous buvez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous voyez l'image juste en dessous, ce qu'on va préconiser, c'est soit la tête droite quand on mange ou on boit, ou la tête légèrement penchée vers l'avant. Donc, on fait une flexion qu'on dit antérieure. Le menton, il s'approche de notre poitrine. Cette façon de manger-là va vous protéger davantage, va protéger vos voies respiratoires parce qu'on écrase un peu plus les voies respiratoires puis on ouvre plus grand l'œsophage. Donc, ça vous aide, si l'épiglotte est mal fermée, à mieux fermer justement ce vestibule-là là, qui est plus dangereux, là, qui est dans le fond à la rencontre des deux systèmes. Si au contraire, vous avez tendance à mettre la tête en extension, à mettre la tête par en arrière quand vous mangez. Puis ça arrive surtout quand on boit. Tu sais, si on boit une grosse bouteille ou une grosse tasse, bien, veut pas, on a tendance à lever la tête ou prendre nos médicaments. Puis tu sais, vous savez, les gens qui prennent les médicaments, puis hop, ils se lancent la tête par en arrière pour comme s'aider à avaler, là. C'est la pire chose à faire. Pourquoi? Parce qu'on vient ouvrir plus large les voies respiratoires. Notre fameux triangle là, où tout se coordonne est ouvert encore plus grand. Puis on compresse plus notre voie digestive. Donc, on a beaucoup plus tendance à faire des fausses poutres, à s'étouffer à ce moment-là. Donc, les verres, comme je vous parlais, viennent aider à nous obliger à garder la tête plus droite ou plus abaissée parce que notre nez rentre dans le verre. Donc, ça, c'est une façon de faire. On peut tout simplement, des fois, utiliser une paille. Ça dépend de notre condition. Parce qu'une paille, ça demande quand même un effort pour aspirer. Donc, il y a des gens chez qui ça va fonctionner, d'autres pas du tout. Mais comme je vous dis, on essaie de ne pas lever la tête, surtout. Puis des fois, c'est juste une question de quantité. Les gens sont en fond de verre. Tu sais, vous savez, quand il en reste plus gros là, dans le verre, bien là, pour aller chercher la dernière gorgée, bien oui, on va lever la tête. Fait qu'on ne tousse pas durant tout le repas, durant tout notre breuvage. Dernière gorgée, on se met à tousser. Ben voyons. Comment ça, je touche tout le temps, c'est la dernière? Ben c'est peut-être parce que votre tête est mal positionnée. Donc, ça, c'est des choses qu'on regarde. Au niveau de la réadaptation de la déglutition, on peut faire des exercices, surtout l'orthophoniste, je vous dirais. Souvent, ça va être la partie un petit peu plus faite par l'orthophoniste. Qui va vous aider à renforcer votre musculature au niveau buccal, justement, par des exercices soit vocaux ou des exercices de muscles, faire des sourires, des sons, tout ça, pour renforcer nos muscles. Il y a aussi les méthodes compensatoires. Comme je vous disais tantôt, la flexion de la tête par en avant. Selon aussi, si vous sentez que des fois, il y a des accumulations de nourriture d'un côté ou de l'autre de la gorge, on va vous demander de pencher la tête d'un côté, de l'autre côté, de faire une rotation, d'avaler fort aussi. Si vous avez de la difficulté à comme déglutir, on dirait que ça reste en bouche puis c'est dur, c'est d'avaler fort ou s'il y a des choses qui restent prises en avalant fort, on pousse sur les aliments puis ils descendent plus rapidement de cette façon-là. D'avoir des toux volontaires. Il y a des gens pour qui, justement, le mécanisme de protection de toux, il ne se déclenche pas tout le temps quand il devrait. Donc, on va suggérer de tousser d'emblée après chaque bouchée, après 2-3 bouchées, de le faire pour être sûr qu'il n'y a rien qui s'accumule. Il y a des choses aussi au niveau plus, justement, de l'inhalothérapeute, si vous en avez une, vous pouvez en parler avec elle, de faire des exercices de spirométrie, ou d'expiration vibratoire comme le flotteur ou l'acapella. C'est des choses probablement que vous avez déjà entendu parler, vous, au niveau de la MPOC, ou de pratiquer de la toux dirigée. Tout ça, ça peut vous aider là, à vous dégager. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, qui est resté ou qui n'a pas passé du bon côté, vous savez, c'est les mêmes méthodes qu'on enseigne pour dégager le mucus. Donc, si vous avez des sécrétions, mais ça peut fonctionner aussi si c'est des aliments. Donc, ça, c'est des bonnes méthodes. Ou de pratiquer aussi la respiration diaphragmatique.
Donc, ça, je pense que c'est une respiration que vous avez peut-être déjà été enseigné par des inhalothérapeutes. Ça peut être aussi une autre approche là, préventive. Ensuite, un mot sur l'hygiène buccale. Pourquoi on parle de ça? Bien, je vous fais le rappel, la fameuse pneumonie d'aspiration tantôt. On disait que ça se faisait parce qu'on avalait des bactéries de notre bouche. Donc, c'est ça le lien. Hein? On veut une bouche la plus propre possible, finalement, des dents, l'hygiène buccale à la perfection, si on veut. Ça va limiter votre charge bactérienne en bouche. Donc, si vous avez par malheur avalé de la salive, un aliment, un liquide, un médicament de travail, bien, il va y avoir moins de bactéries qui vont arriver en même temps sur vos poumons. Donc, s'il y a moins de bactéries, bien, évidemment, il y a moins de chances de développer une pneumonie d'aspiration. Donc, si vous avez des problèmes là, au niveau de vos dents, de vos dentiers, de vos prothèses dentaires, vous avez des bobos en bouche, comme je vous disais tantôt, des ulcères, si vous avez des infections buccales, c'est important d'en parler, consulter votre dentiste, votre médecin pour qu'on règle ça le plus possible pour éviter que vous faisiez des pneumonies d'aspiration à répétition. Donc, des fois, les gens, ils veulent faire aucun changement au niveau de leur alimentation, aucun changement au niveau ergonomique. Bien, c'est sûr qu'ils ont des risques, mais déjà, si on veut minimiser nos risques, le premier conseil qu'on va dire à nos gens, c'est prenez soin de votre bouche. Si vous prenez soin de votre bouche, que vous gargarisez, vous lavez vos dents avant, après les repas, bien, vos chances de faire une pneumonie vont être quand même moins grandes. Donc, ça, c'est quand même toujours un conseil là, à mettre en place. Au niveau des médicaments durs à avaler, hein, vous voyez, pauvre monsieur sur l'image, c'est pas évident. C'est pas toujours évident. Des fois, ça va super bien avec les aliments, ça va super bien avec les liquides, mais quand vient le temps d'avaler les pilules, on en a beaucoup. Il y en a qui sont vraiment grosses. Il y en a qui sont faites sous forme de gélules. Il y en a faites plus comme crayeuses. Les crayeuses, c'est les plus dures à avaler. Parce que, comme je vous disais tantôt, des fois, on a la bouche sèche. S'il faut de la salive en bonne quantité, puis on dirait que même l'eau, c'est pas assez pour avaler nos médicaments. Ça se peut que vous ayez une dysphagie juste avec les médicaments. OK? Mais c'est quand même important d'en parler parce que s'étouffer sur un comprimé, c'est dangereux quand même. Et si la prise de médicaments est difficile, ben c'est des fois une cause qui fait en sorte qu'on ne prend pas certains médicaments non plus. On se dit, ah, elle est trop dure à avaler. On la laisse de côté. Personne ne le sait. Mais à un moment donné, si vous l'avez prescrit, cette pilule-là, elle a probablement une nécessité. Donc, c'est important d'en parler. Si vous avez des problèmes avec la médication, il y a plein de choses qu'on peut faire. Notamment, parlez-en à votre pharmacien. Votre pharmacien peut trouver des façons pour remplacer le médicament par un médicament qui est équivalent, soit sous un autre marque de médicament, peu importe, qui serait plus facile, plus petit, ou sous une nouvelle forme. Au lieu d'un comprimé, il y a des gélules qui sont plus faciles, il y a des solutions liquides qui peuvent être prises aussi. Ou des fois, il y a certains médicaments, mais c'est pour ça que je vous dis, parlez-en avec votre pharmacien ou un professionnel parce qu'on se dit, oh, ben, je vais les écraser, mais ce n'est pas tous les médicaments qu'on peut écraser ou qu'on peut couper. Donc, c'est important de faire le suivi là-dessus. Mais oui, c'est une bonne méthode de faire. On les écrase, puis on les prend avec soit avec une purée de fruits ou avec un yogourt. Des fois, il suffit juste de prendre le comprimé avec de la purée ou avec du yogourt, puis c'est déjà facilitant, on n'a même pas besoin de l'écraser. Donc, ça, c'est des méthodes qu'on peut mettre en place pour faciliter la prise des médicaments, pour pas qu'il y ait de danger, puis que vous continuez d'être compliant à votre médication. Finalement, en résumé, je répète que c'est vraiment important de dépister. Donc là, aujourd'hui, je pense que vous avez en main un bon bagage, des connaissances maintenant que peut-être vous n'aviez pas, pour vous permettre de savoir si vous avez des symptômes de dysphagie. Et si oui, bien dans le fond, je vous invite à faire le dépistage pour vérifier est-ce que ça vaut la peine que j'en parle à quelqu'un. Je vous dirais que la plupart du temps, si vous avez un symptôme, ça vaut la peine d'en parler. Qui je devrais consulter? Bien, consultez votre médecin si vous en avez un, votre médecin de famille. Si vous avez une équipe de soins, comme je disais tantôt,
une allothérapeute qui vous suit soit en clinique externe, soit au soutien à domicile, par l'aiguillant, ou si vous avez d'autres professionnels de la santé que vous côtoyez quand même fréquemment, appelez-les et dites-leur que vous avez fait un dépistage, que vous sentez qu'il y a des symptômes de dysphagie, de problèmes de déglutition, puis eux vont vous référer au bon endroit. L'évaluation de la dysphagie peut se faire, comme je vous disais, soit en clinique externe, donc le médecin peut vous référer à certaines cliniques qui offrent le service de dysphagie, ou, comme je vous disais, il y a des examens aussi radiologiques qui pourraient être mis en place. Sinon, on peut aussi être évalué au soutien à domicile, comme moi je fais actuellement. Donc, des fois, c'est seulement la nutritionniste qui va vous faire l'évaluation. Des fois, c'est des équipes de dysphagie aussi. Donc, souvent, dans ces équipes-là, on retrouve une nutritionniste, une orthophoniste ou un ergothérapeute ou une combinaison de l'un ou l'autre de ces professionnels-là. On est tous, dans le fond, formés pour faire des évaluations de dysphagie. La seule particularité, c'est que la nutritionniste est la seule qui peut vraiment vous décider de la voie d'alimentation. Si par exemple, ça devient trop complexe, elle peut seulement vous dire si vous pouvez encore manger par la bouche. Parce que oui, dans des cas très, très sévères, on n'en a pas parlé là, au courant de la conférence, mais dans un cas très sévère, où il n'y a rien qui passe, où c'est très, très, très dangereux, on pourrait même vous parler de ce qu'on appelle la nutrition entérale. Donc, on ne mange plus par la bouche, on insère une sonde au niveau de, par exemple, de l'abdomen, puis on est nourri directement soit par l'estomac ou les intestins. Je n'en ai pas parlé, c'est quand même très rare, surtout dans la MPOC, c'est rare qu'on se rend là. Dans certaines autres maladies, c'est plus fréquent, mais dans la MPOC, ce n'est pas quelque chose où on se rend en général. En général, juste les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui sont suffisants. Mais il y a seulement la nutritionniste qui peut décider de la voie d'alimentation. Pour ce qui est des textures, évidemment, la nutritionniste est plus habilitée aussi à faire les changements de texture et à vous faire les enseignements. Les autres vont vous faire des suggestions, mais en général, sont moins habilités pour faire l'enseignement là, de qu'est-ce que c'est les textures tendres, textures hachées, exemple, tout ça. C'est vraiment les nutritionnistes qui font l'enseignement pour ça. Donc, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez apprécié. Donc là, je ne sais pas pour toi, Hélène, c'est correct. Ça serait le moment pour la période de questions s'il y en a. Dans le fond, je vais juste vous montrer, là, après ça, évidemment, j'ai un paquet de références à la fin de la conférence. Si vous voulez aller vérifier par vous-même. Il y a des sites Internet aussi qui sont intéressants. Qui sont aussi adaptés pour la clientèle, notamment le site de Nestlé donne beaucoup d'informations sur la dysphagie qui peut être intéressante là, pour vous. Il y a plein d'outils aussi, notamment le fameux dépistage que je vous